Bonjour à tous, ici Jonathan Paré pour Interaction Sport, le nouveau podcast qui sera en ligne avec le site lapremiereronde.com. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller consulter ce site-là, lapremiereronde.com. C'est un nouveau site qui a été mis en œuvre, si on peut dire, il y a 2 ans. Donc, différentes nouvelles de sport, différentes chroniques également, dont moi. Je fais beaucoup de chroniques de soccer, mais quand même, là, ça reste que on fait chacun des choses de notre côté et on publie ça sur ce site-là. Tu sais, quand on peut pas publier sur des sites comme RDS, TVA Sport, je pense que c'est une belle alternative. Et aujourd'hui, je suis avec mon bon ami Kevin Latouche qui est là. Salut Kevin. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, tu es un habitué un peu de ce genre de concept d'émission-là. Ça fait des années qu'on fait ça, quoi qu'on le fait pas souvent, mais quand on le fait, je pense que c'est très bon. Puis merci de te prêter aux gens encore aujourd'hui. Là. Ça me fait plaisir. Puis comme tu dis, c'est du déjà vécu. Puis on continue là-dessus. Puis quand que ça donne, c'est bon de faire des nouvelles de sport puis de se mettre à l'actualité et à jour avec ça. Cette année, on a eu une belle saison de hockey. Veux pas dans la Ligue nationale, mais ce qui a retenu l'attention, d'abord, il y a plusieurs choses. Là. Aujourd'hui, on va parler de certaines choses qui se sont passées dans la Ligue nationale. On va commencer par le record du Lightning. On va en parler un peu plus en détail. Un résumé de la saison, les surprises, les déceptions. On va revenir aussi à savoir, je veux savoir comment, toi, ta perception, tu vois comment on devrait bâtir une équipe aujourd'hui en 2019 là, parce que on voit que c'est pas nécessairement des grosses équipes souvent qui se rendent jusqu'au bout et on voit que c'est pas parce que tu as une vedette ou 2 dans ton équipe que tu es garant d'aller chercher la Coupe Stanley. On va parler justement des séries éliminatoires, les équipes Cendrillon, les Hurricanes, les Islanders qui sont passés, les équipes de tête qui ont tombé et on va finir par la fameuse suggestion et surtout ce qui attire beaucoup les critiques, l'arbitrage en saison et en série qui est pas pareil, mais ça on va y revenir au courant de l'émission. Mais je veux savoir d'entrée de jeu, comment tu as vu ça la saison du Lightning qui a battu des records sans parler des séries nécessairement? Comment tu as vu ça une équipe aussi dominante que ça? D'abord, ça fait longtemps qu'on suit le hockey, toi puis moi là. C'est rare, on n'a pas vu ça souvent. Même dans le temps des Red Wings, quand ils étaient très puissants au début des années 2000, ça n'est pas arrivé souvent. Ben, c'est justement le lien que j'allais te faire avec la saison des Red Wings de 96-97 et de 97-98. En fait, c'est que le Lightning a réussi à faire un record aussi puissant que celui-là. Une équipe forgée de très bons joueurs. On parle d'une attaque vraiment très puissante, mais on parle de 4 trios puissants. Sa profondeur était tout simplement splendide. On avait la défense aussi avec les Hedman, tout ça. 6 bons défenseurs, avec l'ajout de Sergachev il y a 2-3 ans aussi, qui a été vraiment un ajout qui a paru à la ligne bleue du Lightning. Un gardien spectaculaire, un gardien qui était en course d'ailleurs pour le trophée Vezina. Qui est comme sorti de nulle part au travers des années. Vasilevski, fait pas 5 ans qu'on le connaît, là. Fait peut-être 2-3 ans, puis il est comme sorti un peu des boulamites en arrière de... Tu sais, on avait eu Abby Boulin dans le temps du côté du Lightning. Là, lui, il est comme émergé, puis on l'a amené devant le filet il y a une couple d'années. On a échangé Ben Bishop, tu t'en rappelles? C'est lui qui était là. Fait qu'on a gagné notre pari du côté du Lightning. Là. Je me souviens, ils ont pris la chance en échangeant Bishop d'ailleurs. Puis on savait pas ce que ça allait donner dans le temps. On disait c'était un coup de dé. Je me souviens que c'était Yzerman qui avait pris cette décision-là d'ailleurs. On se demandait ce qu'il allait avec ça. Et finalement, c'est avéré très profiteur pour l'équipe. Puis Vasilevski, c'est pas la dernière grosse saison qu'il va leur donner, on le sait très bien. Ben là, c'est parce que là, il leur reste beaucoup de gars à signer. D'ailleurs, évidemment, là, il va y avoir des changements nécessairement du côté du Lightning, parce qu'il faut quand même que tu signes des gars comme Braden Point, des gars comme ça. Puis, tu sais, Kucherov, ça a été une aubaine, sauf qu'il faut quand même que tu trouves une place sur la masse salariale pour le signer. J'ai hâte de voir ce genre d'équipe-là. Combien de temps ça peut durer, la domination? Parce que tu sais, quand les gars sont en rabais, un peu comme Kucherov qui est à 5-6 millions. Là. Oui, exactement. Puis on parlait de 4,7 4,7 jusqu'à récemment pour Kucherov, ce qui est plus qu'un aubaine. On s'entend. À 104 points par année. 130 points presque cette année. 4,7 millions, je veux dire, c'est complètement démesuré pour la Ligue nationale d'aujourd'hui. Un aubaine comme ça, c'est rare. Un DG ne peut pas penser de cette façon-là. Ça peut juste arriver à la dernière minute, à la dernière seconde quand tu arrives pour commencer la saison, comme ça a fait dans le cas de Kucherov. Il a signé à la fin, juste avant de commencer. C'est pour ça qu'ils l'ont eu à rabais. Puis il a accepté aussi un peu moins d'argent pour avoir une chance de gagner la Coupe Stanley. Mais il ne faut pas penser que c'est comme ça qu'on bâtit une équipe. Parce que franchement, le Lightning va avoir des très grosses décisions à prendre. Oui, puis c'est ça. On va revenir tantôt là, par rapport à comment on devrait se concentrer pour bâtir une équipe. Mais
On va faire le résumé de la saison, mais avant ça, je veux qu'on parle un peu des changements d'entraîneurs qu'il y a eu cette année, puis sans nommer nécessairement tous les noms. Là. On sait qu'Enville est rendu en Floride, on le sait que Vigneault est rendu avec les Flyers, avec Michel Therrien, Mike Yeo qui vont être ses adjoints. Il y a eu pas mal de changements d'entraîneurs cette année, puis il y a quelque chose qui est revenu dans les derniers jours qui disait que on ramène des entraîneurs d'expérience. Tu sais, on a essayé des gars comme Dallas Eakins, on a essayé des Ken gars... Hitchcock aussi cette année qui a été ramené avec les Oilers. Tu sais, on ramène des gars d'expérience parce qu'on a fait des essais avec Dave Axtell, des gars de collège américain. Là, David Quinn est rendu avec les Rangers de New York, mais ça va pas trop bien. Là, tu vois, Jacques Martin est en nomination pour les favoris pour le poste avec les Sabres de Buffalo, les Sénateurs d'Ottawa. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce cycle-là, un peu, qu'on avait abandonné dans les dernières années dans les équipes de la Ligue nationale? Est-ce que tu penses qu'ils ont bien fait d'abandonner ça? Et est-ce que tu penses, selon toi, qu'on devrait garder toujours des coachs d'expérience, qu'au lieu de toujours amener des anciens joueurs, exemple comme Rod Brindamour avec les Hurricanes? Écoute, tu prends l'exemple de Rod Brindamour, je trouve que ça a été un très bon coup de la part des Hurricanes. Pour deux raisons. C'est que Rod Brindamour a été celui qui a mené les Hurricanes à la Coupe Stanley de 2006 qui ont gagné. Également, son choix de mettre Justin Williams comme capitaine a été tout simplement excellent. Deux gars qui ont gagné la Coupe ensemble. Ils ont joué ensemble, ils ont gagné la Coupe ensemble. C'est des gagnants. Ils se connaissent très bien un l'autre. Justin Williams peut faire circuler l'information jusqu'à Rod Brindamour qui vient du vestiaire. Il peut le conseiller également parce que Rod Brindamour a dit que Williams le conseillait aussi. Il est capable de dire ses bons coups comme ses mauvais coups. Donc, il travaille ça reste que des gars comme, exemple, Eo, Teuvo-Vainen ont vu jouer Brindamour en finale de la Coupe Stanley aussi. Tout à fait. Ça aussi, c'est à considérer. T'sais, donc, ils l'ont vu jouer, ils savent quel type de joueur il était, puis il paraît que comme coach, il n'est pas différent. Donc, ça veut dire qu'il est crédible quand il parle, parce que lui, quand il parle aux gars dans la chambre, il va dire « Moi, je me suis rendu à la Coupe avec Justin Williams, on a gagné. C'est de même qu'il faut travailler, c'est de même qu'il faut qu'on suive. » Puis les gars n'ont pas le choix d'embarquer là-dedans. Là. Les gars, c'est certain qu'ils veulent suivre ce gars-là parce que, comme tu dis, il l'a démontré l'exemple. Donc, qui voudrait pas suivre un gars qui a réussi à faire ce que lui a fait? Puis Brindamour avait sorti des buts très importants. Justin Williams avait été un facteur important aussi. C'est deux leaders. C'est deux leaders. Un qui coach, un qui est le capitaine. Donc, une équipe bien montée, puis on voit ce que ça donne, et on cause une surprise aussi. Puis c'est ça. Puis en revenant aux entraîneurs qui sont d'expérience, comme Kenville, des gars comme ça qui sont partis en Floride, moi, ça me dit quelque chose que, tu sais, les entraîneurs restent pas longtemps sans emploi. Bon, Alain Vigneault, c'est une exception. Peut-être qu'il restait 1 an et demi, 2 ans, là, sans emploi avant de se trouver une équipe. Mais ça reste que c'est toujours le même cercle. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture pour les entraîneurs de Ligue junior majeure. Regarde, exemple, Mario Pouliot qui vient de gagner sa 2e Coupe du Président là, avec les Huskies de Rouyn-Noranda. L'année passée, il a gagné avec Acadie Batters. Là, il s'en va à la Coupe Memorial encore. Il va essayer de gagner cette Coupe-là pour une 2e année de suite. Mais l'an prochain, il ne sera pas dans la Ligue nationale. Bien, tout à fait. Puis c'est vrai que c'est toujours le même cycle d'entraîneur qui revient. Parfois, on voit quelques exceptions, mais on s'entend. Puis je donnais l'exemple d'Hitchcock tantôt. Hitchcock, écoute, il a à peu près 67 ans, si je me trompe pas. Ouais, dans ce coin-là. Là. C'est un gars qui a fait une très bonne job dans sa carrière. Puis je veux dire, il est encore très crédible. Et je critique aucunement la décision d'avoir cherché Hitchcock pour les Oilers cette année parce que je la trouve même bonne. Puis il y a eu un effet d'arrivée qui a été très bonne avec l'équipe. Il fallait un électrochoc. Mettons quelqu'un qui était dur. Oui, là, oui, c'était dur. Il fallait que ça arrive. Puis ça a eu son effet au début, on s'entend. Ouais. C'est juste qu'à la longue, c'est une équipe qui manque de profondeur, mais ça, c'est un autre débat. Ouais. On le sait très bien. Écoute, ça revient à ce que tu disais qu'on peut pas gagner avec seulement 2 bons joueurs dans une équipe, ou 2-3 joueurs qui mènent l'attaque. Je pense que l'entraîneur fait partie intégrale de ces succès-là. Puis quand l'entraîneur est capable d'amener sa crédibilité, puis tu sais, c'est drôle à dire, mais un entraîneur, exemple, comme John Cooper, je suis pas sûr que cette année, il y a eu tant de fun que ça à coacher ces gars. Parce que je faisais un parallèle avec le Midget 3, avec les Chevaliers de Lévis qui ont gagné toute la saison, qui ont eu une défaite en 40 matchs. C'est qu'à un moment donné, comme coach, t'as beau sortir des stratégies pour tes joueurs, t'as beau faire des plans de match, mais il faut que tu t'assures que tes gars restent toujours focus. Quand tu fais des plans de match pendant les pratiques, si les gars n'écoutent pas, ils vont dire « Coach, on est premier dans la ligue, on a 100 quelques points. » Donc, c'est pour ça que c'est là que tu vois où les bons entraîneurs sont et comment ils réagissent. C'est le fun de voir ça dans la Ligue nationale. Ben justement, mais avec ce que tu me fais penser, je peux pas m'empêcher de penser aux séries de cette année. Je veux dire, avec ce qui est arrivé, les gars qui réussissaient du Lightning, on s'entend, on disait, ils ont fait une saison record.
on va y venir tantôt, mais on s'entend avec les séries, ce qui s'est passé. Peut-être, on s'enfle peut-être un petit peu trop la tête. On a vu ce que ça a donné. Il faut faire attention pour pas que ça se revire contre nous. C'est ça. C'est ça le danger. Là, ça a été quand même une surprise cette année, le Lightning, parce qu'on pensait pas qu'ils allaient avoir autant de points que ça. On savait qu'ils allaient finir dans les premiers. Mais si on va dans les surprises et déceptions, là, moi, je peux dire les déceptions. Je regarde Anaheim dans l'Ouest. Là. Écoute, les Ducks, ça fait 2 ans là, depuis qu'ils ont été en série, qu'ils avaient éliminé Edmonton. On s'en rappelle. Quand Kessler avait tombé sur le gardien, puis il y avait eu une controverse par rapport à ça. Je trouve que les Ducks ont perdu cette identité-là. Puis oui, c'est vrai que Getzlaf et Perry sont rendus vieux, mais ça reste que quand tu donnes un contrat comme ils ont donné à Adam Henrique à 5,5 millions par année... C'est démesuré. C'est ça. Puis en plus... c'est que t'as pas l'air d'avoir des jeunes nécessairement qui vont monter. Oui, il y a Sam Steele qui s'en vient, il y a des jeunes comme ça, mais ils ont pas l'air de les faire jouer beaucoup. Puis ça, c'est un peu... peut-être qu'il va jouer contre eux. J'espère qu'ils vont donner la chance à des gars comme Maxime Comtois, puis des gars comme ça de faire leur chance, parce que moi, c'est l'équipe dans l'Ouest qui m'a déçu avec les Oilers Edmonton aussi. Là. Et je peux te dire une chose, c'est que moi, je crois encore que Ryan Getzlaf est encore capable de donner à cette équipe-là. Oh oui. On parle Corey Perry. Corey Perry est extrêmement ralenti, j'ai trouvé. Plus le joueur que c'était auparavant. Il est souvent blessé aussi. Il est souvent blessé. Il est capable encore de marquer. Ouais. C'est sûr, mais je trouve que le gros joueur est encore Getzlaf à l'attaque. Mais il reste que cette équipe-là va avoir besoin d'utiliser les jeunes. Comme tu disais, s'il va falloir, ils vont devoir. Ils vont devoir les utiliser, ça va être une obligation s'ils veulent revenir. T'avais quand même Randy Carlyle encore comme coach, ça c'était un vieux de la vieille. Là. Tu parles vraiment là, de la vieille école de pensée, de quasiment dans le temps de Jacques Lemaire puis de ces entraîneurs-là. Là. C'est beaucoup plus vieux que Joel Quenneville peut être, qui lui est un vétéran de la Ligue, ou Mike Babcock aussi, ou ces gens-là. Mais tu sais, moi je pense que dans mes déceptions aussi, puis on ira au tien après, les Red Wings de Détroit, tu sais. Décidément, les Red Wings cette année, une équipe que je suis beaucoup habituellement, et encore cette année, mais ça a été très décevant. Je veux dire, on s'entend. On a pris des décisions majeures chez les Red Wings. Pourquoi je dis majeures? C'est que je parle de Nyquist quand je parle de majeur. OK? Nyquist a été un joueur avec les Red Wings dans lequel il y avait beaucoup, beaucoup d'attentes. On parle de Nyquist, on parle de Tatar l'année d'avant. Il y a eu énormément d'attentes envers ces deux gars-là qui étaient un petit peu perçus, je dirais, c'est toute réserve, comme les prochains Datsuk, Zetterberg de l'équipe. On essaie de les former, on essaie de les entourer du mieux qu'on a pu avec ce qu'on avait. Beaucoup de retraites pour les Red Wings, ça a été difficile, mais ça n'a pas donné le résultat escompté. Puis le fait est qu'ils ont abandonné, justement. Les deux gars ont changé d'adresse. C'est une nouvelle époque pour les Red Wings. Anthony Manta, il a des bonnes saisons à donner. Il est bien, Zadina, c'est un bon marqueur. Zadina va avoir des bonnes saisons. C'est un gros prospect pour les Red Wings. Il y a beaucoup d'espoir de mis sur ce gars-là. Aussi il en manque pas. Je pense qu'il en manque pas beaucoup du côté de Détroit, mais il manque peut-être un gardien digne de ce nom. Là, puis il manque aussi... Moi, je trouve que l'entraîneur-chef, Jim Blashill, d'après moi, c'est le prochain à sauter parce que Steve Yzerman s'amène. Ken Holland est parti à Edmonton. Là, Steve Yzerman s'amène. D'après moi, il va vouloir continuer je pourrais dire la dynastie d'excellence des Red Wings qu'il a connue, lui, à son époque. Là. Tout à fait, parce qu'il va y avoir des décisions à prendre, comme par exemple celle de Niklas Kronwall, qui a eu des très bonnes saisons avec les Red Wings. Kronwall vieillit, tout ça. Là, on sert des plus vieux pour transmettre leur savoir aux plus jeunes. Mais là, jusqu'à quel point on va faire durer ce savoir-là, puis ce temps-là, comme ça? Là? Est-ce qu'on continue encore, on re-signe encore Kronwall pour 1 an? On le re-signe pour 2 ans? Qu'est-ce qu'on fait ou on arrête? Là? On dit là, il faut passer à autre chose. Là. Mike Green était un gars qui est capable d'apporter une certaine offensive à l'équipe. Est un de leurs meilleurs défenseurs. Sauf que ce qui arrive, beaucoup de rongés par les blessures. Là, ce qui arrive, c'est qu'il prend des années aussi. Donc, est-ce qu'on l'échange pendant qu'il y a encore un peu de valeur quand un jeune? C'est au hockey. Et voilà, c'est ça. Les joueurs ne rajeunissent pas, malheureusement. T'sais. Non, tout à fait. Si ça en allait dans l'autre sens, on serait content. Ça serait bien différent. Puis, tu parlais de déception. Il y a une équipe que je dois te mentionner. Je ne sais pas si ça t'a surpris ou pas, mais j'ai hâte de voir ce que tu vas penser de ça. Moi, c'est Los Angeles. J'ai été très déçu des Kings de Los Angeles. Ils ont essayé d'acquérir Kovalchuk. On sentait que quand on acquiert un gars de l'âge de Kovalchuk, de 34 ans, 35 ans, c'est qu'on veut forcer pour essayer d'aller chercher une Coupe Stanley. Donc, on parle pas d'une équipe qui sera bâtie, mais une équipe qui force pour la Coupe. On a fini. C'est juste que, en même temps, je comprends pas comment Kovalchuk a été coaché cette année. Je voyais l'homme au tableau derrière le banc qu'on appelle, c'est Willy Desjardins. Il a tout le temps son tableau en arrière du banc. C'est pas dur à manquer. Puis
Kovalchuk s'est retrouvé maintes et maintes fois sur le 3e, sur le 4e trio. C'est parce que si tu veux le faire produire, mets-le avec Kopitar, mets-le avec Dustin Brown, Jeff Carter. C'est clair qu'on l'a pas signé pour le mettre sur le 3e trio. Non, c'est ça, à 6,25 par année, puis il a signé 3 ans. Là, il reste 2 ans. Là. Cette année, c'était oublié. Je suis convaincu qu'avec Todd McClellan, qui est rendu là, qui a fait produire des gars comme McDavid, qui a fait produire des gars comme Thornton dans le temps à San Jose, je pense que ça va être mieux aussi. Ça va être mieux structuré du côté des Kings qui ont comme joué avec un entraîneur par intérim pendant 3 quarts de la saison. C'est pas évident. Là. On dirait que les Kings, là, vont avoir une décision à prendre. Est-ce qu'on essaie de garder le noyau ou on se rebâtit? Muzzin a changé d'adresse. Ouais. Là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On a un très bon gardien encore, qui arrive à peu près une trentaine d'années, 32 ans. Ouais. Ben, Quick 32, 33. Là. Ouais, c'est sûr que lui, il est blessé, mais ça risque quand même... s'il est en santé, c'est un excellent gardien. C'est un des meilleurs gardiens de la Ligue quand il est en santé. Ils ont gagné 2 coupes dans les dernières années, je veux dire, puis ça a été un facteur déterminant pour cette équipe-là. On a parlé tantôt là, de comment on bâtit des équipes aujourd'hui versus ce qui se faisait à l'époque. Puis je te ramène au repêchage du Canadien lorsqu'ils ont repêché Michael McCarron. Pourquoi le Canadien avait repêché McCarron? C'est qu'on reprochait aux Canadiens de ne pas être assez gros. On disait, on va aller chercher ce joueur de centre-là. Hey, notre gros joueur de centre droitier, on l'a. Excellent. Écoute, ce gars-là va jouer 15 ans, 20 ans dans la Ligue nationale. Ça s'est avéré que on voulait faire exemple comme Getzlaf, qui est un gros centre, comme Le Cavalier, qui est un gros centre, comme Thornton, qui est un gros centre. Tu sais, les gros centres d'équipe Canada qu'on avait eus, là. Mais là, ça s'est rendu compte que depuis des années... Regarde les choix de première ronde, puis regarde la grosseur des équipes. C'est pas nécessairement les plus grosses équipes qui se rendent loin. Puis les équipes ne sont plus bâties. Regarde les Bruins de Boston actuellement. C'est pas nécessairement l'équipe la plus robuste. Avant, c'était beaucoup une équipe axée sur le physique avec Lucic, Sean Thornton et compagnie, Greg Campbell. Mais moi, de la façon dont je vois ça actuellement, c'est qu'on essaie de jumeler vitesse, mais surtout talent et habileté ensemble. J'aime ce que je vois actuellement, mais il y a du casse-tête pour beaucoup d'équipes à cause du plafond salarial, parce qu'on ne veut pas donner des contrats pièges à certains joueurs autonomes qui arrivent à plus de 30 ans. Je veux savoir un peu ton opinion là-dessus, parce que je pense que ça amène des débats intéressants. Il y a des équipes là, qui vont connaître des destinées très, très différentes dans les prochaines saisons. Ben, c'est tout à fait vrai. Puis on part du début, l'exemple de McCarron. J'aime bien cet exemple-là, parce qu'on a comparé avec Thornton et le Cavalier. Okay? Je crois que c'est du cas par cas. Il faut regarder, dans le cas de McCarron, okay, c'est un choix de première ronde, mais pas premier au total. On ne parle pas de premier overall. Non, c'est on ça. On parle de Thornton, de Cavalier, qui ont été des choix de premier de 97 et premier de 1998. Donc, on a ici 2 gars que, par leur exception, par leur talent exceptionnel, ont ressorti à leur année de repêchage. Ce que McCarron a ressorti, peut-être dans les 10 premiers, s'il avait été aussi bon que ça à sa grosseur. Exactement. Mais là, on s'est dit, OK. Là, il n'est pas dans les 10 premiers. Qu'est-ce qu'on fait? Puis, comme tu as raison, on t'a dit, on a fait tout pour avoir un gars à gros gabarit, un gros centre. Mais là, on a comme trop forcé le fait d'avoir un gros centre. Puis ça s'est reviré contre nous au bout de la ligne. McCarron, aujourd'hui, ne fait même pas partie de la ligne partant. Non, c'est ça. Puis là, on se demande si on va le garder à Montréal. Mais toi, tu es DG aujourd'hui dans la Ligue nationale. Comment tu bâtis ton équipe? Parce qu'avant, on disait, faut avoir un gros gardien, une bonne défensive. Après ça, l'attaque, on s'en formalise là moins. Là, aujourd'hui, il y a des équipes qui ont beaucoup d'attaques, qui ont moins de défense, mais ils ont un gardien moyen. Puis là, il y a d'autres écoles de pensée qui vont dire, donnez 10 millions à Carey Price, c'est correct. Sauf qu'il y en a d'autres qui vont dire, donne pas 10 millions à ton gardien, va en chercher 2 de 3 millions, peut-être comme à Colorado avec Grubauer et Varlamov. Mais mets un peu d'ingrédients en offensive et en défensive. Moi, je pense que c'est un peu cette idéologie-là, parce que tu peux pas tout mettre quasiment 10% de ta masse salariale sur ton gardien. Là. Ce que j'en pense, il y a 2 équipes qui me viennent en tête, 2 exemples concrets qui me viennent en tête par rapport à rebâtir les équipes d'aujourd'hui. Une qui remonte à l'année passée. Une qui parle des Rangers de New York. Les Rangers étaient 9e au classement. On arrivait à peu près à mi-saison, pas longtemps avant la limite des transactions, entre les deux, entre la mi-saison et la limite des transactions. Les Rangers ont averti leurs partisans, étant 9e, qu'il allait rebâtir l'équipe. Là, on parle d'une équipe qui était à une place des séries. C'était l'année que Vigneault s'est fait congédier. Là. Tout à fait. On n'était pas loin pourtant. Là. On l'avait. On était à côté. Peut-être qu'on aurait fait les séries d'ailleurs. Qui sait? Mais l'équipe savait qu'il ne gagnerait pas la Coupe Stanley.
Le DG savait ça. Ouais. Il s'est dit, j'aime autant mieux me rebâtir, de me servir de ce qui a encore de la valeur en ce moment, de mes joueurs de valeur, les échanger pour avoir des choix repêchage, parce que comme tu dis, on ne veut pas se faire pincer pour des contrats à mi-trentaine ou à la trentaine juste avant. Les équipes ont peur de ça. Puis c'est avec raison aussi. Si on prend l'exemple des Blue Jackets de Columbus cette année, on regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Avec Bobrovsky et Panarin, ils ont eu des grosses décisions à prendre. On ne savait pas ce que ça allait donner. Puis, finalement, on a signé Duchesne. Mais sauf qu'en même temps, j'aime ça, moi, qu'un DG fasse comme le propriétaire des Rangers, puis qu'ils disent, regarde, nous autres, cette année, on fera pas les séries, puis on met carte blanche. Tu sais, je tenais à Montréal d'entendre Marc Bergevin dire, c'est parce qu'un tel a connu une mauvaise saison, il va se reprendre l'an prochain. Puis j'aime mon équipe, j'aime mes défenseurs. Tu sais, à un moment donné aussi, là, les partisans sont pas fous à temps plein. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut que tu sois quand. Je pense que les gens à Montréal, ils savent de toute façon qu'on fera pas les séries puis on va avoir une année difficile. Ben, tu sais, dis-le donc, puis au pire, ben, garde, ça sera mieux que tu pensais. Soyons transparents. Ouais. Disons la vérité de ce qu'on pense vraiment. Le Canadien se retrouve à une place, justement, qui est pas facile, dans un sens pour eux, parce que la décision est pas évidente, parce qu'on s'en va juste sur le bord des séries, un peu comme l'exemple des Rangers qu'on a parlé, qui était 9e. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On garde l'équipe comme elle est là, on rebâtit autour du noyau qu'on a. Quand je parle de noyau, je parle des 6 premiers joueurs d'attaque. Ouais, okay? On s'entend des 3 premiers défenseurs. Là, okay? Ouais. Je parle pas de la 3e, 4e ligne. Non. OK? Juste qu'on soit clair. Là. Puis, soit on fait ça, soit on garde ces joueurs-là, on bâtit autour, ou soit on recommence. On échange ces gars-là pendant qu'ils ont encore la valeur. Carey Price est au haut de sa valeur, mais à un moment donné, les années s'en vont. Là. Puis en recommençant, c'est pas gage de succès. Absolument pas, on n'est jamais sûr de ça. Puis là, en plus, quand le Canadien dit, exemple, on va garder les effectifs qu'on a là, c'est parce que, regarde, des équipes comme Buffalo vont s'améliorer. Floride va s'améliorer avec Dale Talon puis Joel Kenville. C'était le duo de Chicago à l'époque. Buffalo, on l'a vu cette année. Succès, on l'a vu, c'était beaucoup mieux, à part leur fin de saison, disons. Là. Ouais. Okay? Mais sinon, Buffalo a commencé très fort. C'est ça. Puis là, il va y avoir un entraîneur d'expérience pour les Jack Eichel puis les Sam Reinhart. Fait que ça va changer quelque chose, c'est sûr. Là. Puis, tu sais, on parle là, de comment bâtir une équipe. On va y aller maintenant avec les surprises, disons, dans ces séries-là en 2019, cette année. Je pense qu'on assiste à un nouveau tournant de la Ligue nationale parce que souvent, on se disait, si le Canadien faisait les séries qu'on ne t'aime pas, n'est-tu mieux de perdre en 4 qu'on ne t'aime pas ou pas faire les séries? Finalement, le Canadien aurait peut-être pu gagner cette série-là. Puis, tu sais, on spécule, on le sait pas. Mais tu sais, quand tu vois les Islanders qui sortent les Penguins, quand tu vois les Hurricanes qui sortent les Capitals et qui arrivent en deuxième ronde, puis justement, qui sont capables de passer au travers des Islanders, justement, en 4 matchs. Encore, oui. Quand tu regardes dans l'Ouest, bon, San Jose, Las Vegas, c'était quand même 2 équipes de tête, mais quand tu vois Colorado, quand tu vois Saint-Louis, des équipes avec des jeunes gardiens, ça laisse présager que finalement, en série, le vieil adage qui dit c'est une autre saison, il n'y a plus rien qui compte, c'est plus jamais que vrai. Là. Est-ce que l'important, c'est seulement de faire les séries? Est-ce que l'important, c'est plus où est-ce qu'on finit en série? D'ailleurs, la Ligue nationale a un peu axé ses décisions vers ce sens-là dans les dernières années. Quand ils ont pris la décision d'enlever l'ancien système pour les séries, c'est-à-dire le premier contre le 8e, le 2e contre le 7e et ainsi de suite, dans ce temps-là, on avait une motivation de plus de finir haut au classement. Maintenant, quelle est la réelle motivation? Ce qu'on veut susciter, c'est des rivalités. On voit chaque année, c'est les mêmes c'est ça, mais en même temps, je regarde le sondage qui est sorti auprès des joueurs qui veulent changer le système d'équipes qui vont s'affronter en série. Ils veulent revenir à l'ancien format. Mais dans un sens, quand tu es un joueur, tu veux pas choisir ton équipe. Regarde, il y a une ligue, je pense, la Ligue centrale aux États-Unis, qui a dit que l'équipe qui finissait au premier rang avait le choix d'affronter 2 équipes qui voulaient. Donc, tu avais le choix entre une équipe ou une autre. C'est quand même spécial au hockey. C'est très spécial. Choisi, mais moi, je pense que si je suis l'équipe qui est choisie par cette équipe-là, je veux les battre. Oui, tout à fait. C'est une motivation. C'est une motivation aussi. Tu es choisi, tu te sens un peu comme le perdant de la place. Tu te fais choisir comme ça pour tes pourvus. C'est ça. C'est sûr que tu es motivé à gagner, puis tu vas te donner cœur et âme pour aller chercher cette victoire-là. Mais c'est un système spécial, mais la Ligue nationale, t'es-tu pour ça, toi, la Ligue nationale? Qu'est-ce qu'ils ont fait de changer le système d'opération? Ouais, moi, je pense que oui, parce qu'à un moment donné, c'est que ça venait comme trop machinal. Tu sais, 1 contre 8, 2 contre 7, 3, 6, 4, 5. Mais là, le système des équipes repêchées fait en sorte que là, c'est n'importe qui peut se rendre là. T'aimes le système des rivalités? Oui, les rivalités, c'est sûr, parce que tu sais, les gens qui vont au hockey veulent voir avant tout un spectacle. Tu sais, les gens canadiens,
Je veux dire, les gens qui vont au Centre Bell aiment ça aller voir les Bruins, aiment ça aller voir ces équipes-là, les Pingouins, que, exemple, d'aller voir les Coyotes de Phoenix un mardi soir ou en répétition pendant 2 fois pendant l'année. Tu sais, c'est sûr et certain que le système de rivalité fait pas plaisir à tout le monde parce que, regarde, en première ronde, là, cette année, tu as eu Boston contre Toronto. Ben, ça fait partie de la vie. Ça se peut que, tu sais, Boston aurait pu finir premier, puis dans l'ancien système, puis Toronto 8e. Ils se seraient affrontés pareil. Là. Oui, parce qu'au bout de la ligne, des fois, ce que ça fait, c'est qu'en quart de finale, des fois, tu peux avoir une demi-finale, ou l'inverse tout le temps. Des fois, on est une ronde d'avance. C'est ça. Des fois 2, ça peut arriver. Je dis, Ouais. c'est pas certain. Mais La finale avant la finale, comme on appelle. Exactement. Là. Donc, ça nous donne une idée jusqu'à quel point ça peut aller loin, tout ça. Puis ça a beaucoup changé les règles du jeu, je trouve. Puis cette année, en plus, avec toutes les séries, les surprises qu'on a eues, Calgary qui perd en première ronde, Tampa Bay aussi, on parle des 2 premières équipes de la Ligue, Est et Ouest. Donc, ça a été quelque chose. Puis un en 5 matchs et l'autre en 4 matchs. Ben, ça va faire réaliser Ça a donné le ton des pour choses. les séries. Ça va faire réaliser des choses à certaines équipes, mais tu sais, je pense que notre entretien a été très bon, là, puis on a fait quand même un bon round-up pour notre première émission par rapport à ça. Puis là, on est en série, on aura la chance de s'en reparler un peu plus tard. On fera une autre émission pour faire une nomenclature, voir les nouveaux règlements qui vont s'en venir au hockey, puis toutes les rencontres de directeurs généraux, mais on peut pas quitter sans parler de la fameuse question de l'arbitrage en série puis en saison. Tu sais, moi, là, honnêtement, quand on parle que le hockey, puis je couvre d'autres sports, là, le soccer, puis tout ça, quand on dit que le hockey, c'est le sport le moins bien arbitré, on a raison. Là. Parce que, regarde, au hockey, c'est le seul sport où tu peux pas aller, excuse-moi l'expression, challenger une pénalité. C'était au football, quand il y a une punition, ben, l'entraîneur lance son mouchoir, on va revoir la pénalité, des fois elle est annulée, des fois on est plus sévère. Au soccer, c'est la même chose. T'as un carton jaune, là, finalement, l'arbitre, on s'en va à reprise vidéo, finalement, il décerne un rouge. Pourquoi au hockey, ça ne pourrait pas, comme ce qu'il y a eu dans la série contre Vegas, San Jose, pourquoi on peut pas aller à la reprise vidéo puis dire, regarde, on revient sur notre décision ou, au pire, on le sort du match, mais il n'y a pas 5 minutes. Tu sais, je trouve que on joue un peu à l'autruche là-dessus. Là. Il y a un mot pour qualifier ça, je trouve, c'est incroyable. À toutes les fois, je me dis, comment ça peut arriver aujourd'hui avec tous les moyens qu'on a? On a tout à notre disposition. On n'est pas à l'aréna du quartier. Là. On a toutes les dispositions pour regarder si le but est bon ou pas, si la punition a été donnée ou pas. Pourquoi pas faire comme un but? A-t-il été refusé ou pas? Tu as parlé de Vegas contre les Sharks. Ça a été terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? La Ligue nationale a dû s'excuser à George McPhee pour ce qui s'est passé, le DG des Vegas. Puis ça reste que même si tu t'excuses, tu peux plus rien ça changer. Ça change rien quand même. Puis tu sais, là, les arbitres, tu les entends dire, on veut pas avoir une influence sur l'issue du match. Ben justement, en appelant rien, souvent, tu as une influence sur l'issue du match. Ouais. Puis en appelant des choses que tu devrais pas appeler, tu en as une. Fait qu'au final, appelle-les donc les pénalités. Là. Et donc, si on appelait les punitions, puis on regardait qu'est-ce qui s'est passé avant, Brad Marchand changerait de style de jeu, j'en suis certain. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, la deuxième game de Boston contre Caroline? Marchand qui arrive derrière Justin Williams, qui le prend par le cou, qui le regarde après ça, qui le nargue, parce que Williams, c'est lui finalement qui prend la punition. Marchand, ça, rien. Ouais. On va à reprise, on verrait que Marchand... Puis en saison, ça serait bien différent. Là. En saison, ça aurait été complètement différent. Les séries, c'est pour ne pas dire... Je dirais même mal arbitré, en fait. Ouais. Je trouve que c'est mal arbitré parce que c'est trop du cas par cas, puis tout ce qu'ils font, c'est égaliser, j'ai l'impression, les punitions. On en donne 3 d'un bord, ils sont peut-être corrects. Là, à un moment donné, on se dit, c'est limite d'un autre bord. Ah ben là, on a 3 punitions d'un bord, 0 de l'autre, il faut égaliser. J'ai de la misère avec le... Qu'est-ce que c'est? Comment je pourrais dire? J'ai de la misère avec le message que le chef des arbitres pourrait dire aux arbitres, n'appelez rien en série. T'sais, je veux dire, il n'y a pas un arbitre sur la terre que tu poserais la question, si tu es en série, il faut rien que tu appelles. Lui, il va dire, non, moi je reste professionnel. S'il y a matière à punition, je vais les appeler. Mais les actions sont très différentes sur la glace. Puis c'est drôle, on n'entend jamais parler les arbitres en entrevue. On n'entend jamais parler les arbitres donner des entrevues après les séries. Il y a une espèce d'omerta avec la gang de Gary Bettman dans la Ligue nationale. Terry Gregson, là, le chef des arbitres. Là. Une espèce d'omerta là, qu'on essaie de manipuler un peu l'information puis un peu les décisions avec les arbitres. C'est ce qui fait que c'est agaçant un peu au final pour certaines personnes, pour les gens qui regardent les séries. Puis, tu sais, veut pas, regarde, on critique les arbitres des fois qui font des mauvaises décisions au Super Bowl, mais au moins, il l'a rendu à la décision. Bien, tout à fait. Si on regarde ça, à chaque fois que l'enjeu devient plus important, on dirait que les punitions se font de moins en moins calées. En fait, quand on regarde en saison, qu'est-ce qu'il y a eu? OK,
arbitrage normal, arbitrage ordinaire. Les arbitres font le travail qu'ils ont à faire, font bien ça. On arrive en série, on laisse passer, on se ferme les yeux volontairement, on fait de l'aveuglement volontaire. Mais quand on arrive en prolongation en série, il n'y a pas beaucoup de punitions qui se donnent. Non, ça c'est sûr. Puis garde, c'est toujours frustrant, mais ça fait partie, comme on dit, de la game. Puis on est habitué de ce côté-là. Merci Kevin aujourd'hui de cet entretien-là, très intéressant. On a quand même fait le tour, là, je pense, de façon claire et concise de certains concepts de ce qu'on a vu cette année. Mais le fun va s'en venir après les séries parce que tu as le repêchage, tu as l'ouverture des joueurs autonomes. Donc on aura la chance de s'en reparler au courant de l'été. Les différents mouvements des équipes, les différents rachats de contrats qu'il va y avoir, également, est-ce que Malkin va se faire échanger? Est-ce que des équipes vont repêcher, vont faire des transactions pour repêcher un peu plus haut? Ça va être intéressant. Merci de t'être prêté au jeu avec moi aujourd'hui. On va s'en reparler très bientôt, puis toujours très pertinent. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui.